Très bien. Merci pour cette question parce qu'elle est très pertinente et d'une actualité brûlante parce que nous devons nous retrouver le 17 août. J'ai dit que nous pouvons faire des propositions sur tous ces aspects si les conditions idoines sont créées. Moi, j'estime que nous sommes en face de deux réalités. La réalité, c'est celle des djihadistes qui veulent imposer la charia, contrairement à tout ce que nous savons de l'islam, à nos valeurs traditionnelles. Cette réalité djihadiste, nous avons la même position que la communauté internationale, en tout cas nos partenaires les plus immédiats. Mais ce qu'il faut dire et reconnaître, ces djihadistes-là, c'est des Maliens. C'est parmi les Maliens qui sont venus puiser, recruter. Je n'ai pas vu dans les politiques qui sont tracées une dynamique qui tend à soustraire ces Maliens qui ont pris les armes contre leurs propres parents pour imposer un islam qui n'est pas partagé par les 90% des Maliens. Il y a une action, certainement qu'il faut tenter. Pourquoi on dit inclusif, c'est des Maliens, de l'autre côté, on va négocier avec eux, mais de l'autre côté, c'est des Maliens. Et ils sont en faute. Qu'on échoue dans la tentative de les ramener à la raison, même s'ils ont leur soutien en dehors du Mali, nous savons d'où est-ce qu'ils ont les soutiens. Mais les autres aussi, les séparatistes, mais ils bénéficient des mêmes soutiens à l'extérieur. Mais tant que c'est des Maliens, il doit y avoir un programme d'information, d'éducation, de formation pour essayer d'encadrer davantage notre jeunesse qui est laissée à elle-même et qui est facilement recrutée parce que simplement on leur donne 100 000, 200 000, 500 000. Ou parfois, il y a cette lecture extrémiste donc qu'on fait de la religion qui fait que dans le désarroi, dans la misère, ils peuvent donc trouver là un refuge. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire que tant que c'est des Maliens, nous devrions tenter. Et nous avons des guides spirituels, des hommes de foi qui nous parlent un langage vraiment conforme à ce que nous savons de l'islam. Et ces leaders religieux existent aussi au nord. Moi, je pense que nous ne devons pas avoir ce comportement absolu de déni. L'éducation sur le court, le moyen et le long terme vis-à-vis de toutes ces personnes qui se laissent recruter, je pense que ça me paraît être un élément du programme. Et surtout faire en sorte qu'ils n'influencent pas encore plus que par le passé. Parce que le mal est là. Supposez que vous ayez une solution avec les séparatistes aujourd'hui. Est-ce que pour autant on a la garantie que nous avons vaincu les djihadistes en même temps? Est-ce que ce phénomène ne va pas perdurer? Donc je pense que nous devons élargir donc nos moyens d'intervention, nos actions pour pouvoir en tout cas prévenir et qu'il y ait moins de Maliens disposés à aller encore renforcer ce camp. Et l'éducation, les prêches, les trucs pour pouvoir leur faire toucher certaines réalités. Je pense que même si ceux qui sont déjà là ne peuvent pas revenir, mais qu'il n'y en ait pas d'autres. Autre chose par rapport à votre question, que j'ai trouvé très pertinente, je le répète, c'est lorsque à Kidal, je vois tout le monde et tout le monde veut y être. Je dissocierai les négociations. On n'a pas besoin que les groupes d'autodéfense, quand on sait pourquoi ils ont pris les armes, quand on sait ce qu'ils défendent, ce n'est pas à Alger que les négociations doivent se faire avec eux, c'est au Mali. Parce que eux, ils sont pratiquement dans les mêmes dispositions que le gouvernement. Ils ont été obligés de prendre les armes parce que le gouvernement n'arrive pas à assurer leur sécurité.
Parce qu'ils estiment que l'intégrité du territoire est menacée. Ils ont pris les armes, on ne les a pas beaucoup aidés d'ailleurs. Et vous voulez maintenant trouver une solution avec les séparatistes. Je pense que pédagogiquement, en termes de logique, vous compliquez, vous encombrez. Ceux-ci doivent être traités à part, avec tout le respect, tout le soutien. Même dans les pays en guerre. Mais on fait recours aux non-militaires pour essayer de voir, lorsque l'État lui seul ne peut pas, comment des volontaires, et ça on l'a vu dans tous les pays du monde, se présenter. Et au Mali, c'est ce qui est encourageant. Il y a eu des jeunes qui ont dit, nous sommes prêts à sacrifier notre vie pourvu que le Mali, en tout cas, reste un et indivisible. Et ce n'est pas le discours. Et nous savons d'ailleurs qu'ils ont eu beaucoup de difficultés. Eux, ce sont des discussions, ce sont des négociations avec eux. C'est pour aller les mettre d'accord avec le groupe du MNLA, peut-être. Moi, je pense que le gouvernement à Alger doit faire face à un problème spécifique. Des gens qui disent, nous ne sommes pas maliens. De l'autre côté, ils disent, nous sommes maliens, mais c'est la charia qu'on veut imposer. Les autres disent, nous ne voulons pas du Mali. Maintenant, ils sont en train d'atténuer, de faire le truc, mais chacun sait que leur souhait véritable, c'est l'indépendance. Voilà un élément que je mets, en tout cas, je soumets à la réflexion. Tout un programme pour protéger nos jeunes contre l'extrémisme. Et c'est des Maliens, même ceux qui sont dedans, si on peut en reconvertir. Et je pense d'ailleurs que, je vois quelques éléments, celui qu'on vient de libérer tout à l'heure, il y a toute une polémique autour de sa libération. On se rend compte qu'il est Moujao, et il n'a pas quitté le Moujao. Ça veut dire que, quelque part, il y a un dialogue, ou bien il y a des techniques, bon, ça, c'est des questions d'État, et elles sont trop importantes pour que je ne peux pas m'apaiser dessus. Ça, c'est une première chose. Moi, je dissocierai les deux. Pour mieux prendre en charge cette composante-là, les représentants du Nord, que certains soient auprès du gouvernement là-bas, oui, mais la négociation avec les groupes d'autodéfense, je dirais qu'on peut faire une autre approche. C'est des points de vue. Il peut y en avoir d'autres. On peut les confronter. Et pour ce qui concerne les séparatistes, on est dans ce problème parce qu'on a banalisé. Excusez-moi, hein, c'est pas en mettant des slogans, des trucs, comme si les autres n'ont rien foutu. Moi, je crois que parce que les autres savaient ce qu'il y a derrière dans cette histoire de séparation. Et que ce n'est pas une minorité, une poignée de personnes qu'il faut voir, c'est tout un réseau, c'est toute une ramification à l'échelle internationale qui permettait de se faire une idée et de gérer avec patience, avec humilité, avec discrétion. On a tout ramené à l'armement, c'est vrai, notre armée a besoin d'être reprise en main et d'être renforcée. Si vous ramenez tout à la dimension militaire seulement, mais les pays les plus outillés en Afrique, j'allais dire même dans le monde, ne sont pas arrivés à vaincre le problème du djihadisme. Le Nigeria est là. Si on connaît le Nigeria, c'est peut-être le pays qui a l'armée la plus puissante. Vous pouvez régler peut-être le truc séparatisme, mais le djihadisme, il faudrait qu'on réfléchisse nous-mêmes. C'est des problèmes que nous avons, que nous vivons, et nous avons une population qui a ses spécificités. C'est à partir d'une connaissance profonde de tout cela, de l'environnement international. Si vous ramenez tout aux armes, on a fait un marché de 108 milliards. Il aurait fallu quelques avions pour qu'on fasse la différence. Dans le jour, notre armée est partie. Donc, il faut ajouter à cela d'autres dimensions, la diplomatie, le bon voisinage, l'intégration africaine. Quand on dit ça, les gens n'y croient pas beaucoup. Mais c'est cela. Comment le Mali seul, avec son armée, peut garantir nos frontières avec 7 États voisins, quel que soit le niveau d'armement. Beaucoup à l'époque, et j'en faisais partie,
crois aussi à une part importante qui doit revenir à la diplomatie. Nous avons aujourd'hui une diplomatie, excusez-moi du terme, papillonne. Hier, c'était le Burkina. On a tout fait, c'est vrai que et nous tous, nous avons quand même à des moments donnés, et nous sommes interrogés sur certaines, en tout cas, conduites, donc à partir du Burkina. Mais tout cela, ça peut se discuter, on peut s'expliquer. Mais pratiquement, le pouvoir, quand il est venu, il a suivi un peu, comme le citoyen lambda comme moi, et dans l'émotion, pour remettre en cause radicalement le truc du Burkina. Maintenant, beaucoup de Maliens s'en prennent aussi à l'Algérie. Parce que tous les accords pratiquement passés, c'était avec l'Algérie. Mais pire que ça, peut-être que je vais un peu loin. On a été chercher le roi du Maroc, invité d'honneur, en lui demandant de s'impliquer. Il a même reçu les MNLA. Mais la simple logique devait nous conduire. Ça aussi, c'est des éléments de critique, mais aussi si on nous avait demandé d'aller tenir ces négociations pas à Alger. Parce qu'en le faisant à Alger, de facto, on exclut le Maroc. On aurait pu le tenir au Niger. Si ce n'est pas Ouaga, on aurait pu le tenir à Abidjan. On aurait pu le tenir peut-être en Mauritanie. Même des gens critiquaient l'attitude de la Mauritanie, qui aujourd'hui, en tout cas, est dans des meilleures relations avec nous depuis l'intervention du président Mouré en tant que président de l'UA pour le cessez-le-feu. Ça peut se tenir à Dakar. Mais je dis ça pas contre l'Algérie, mais pour respecter la logique des choses. Et je ne sais pas comment, c'est pourquoi je parle de diplomatie papillonne. Alors, donc, ces rencontres d'Alger pouvaient avoir d'autres formats. Et il est bon de recueillir, de laisser les gens s'exprimer, de donner leur point de vue. Et l'État, le gouvernement, a ses points de vue, l'opinion malienne, dans la majorité comme dans l'opposition. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent intervenir. Simplement à travers donc, une gestion démocratique. Parce qu'on saura que... Mais dès que vous sortez, alors l'opposition, c'est des aigris, c'est ceci, c'est cela. Alors, vous, psychologiquement, vous bloquez les gens. Vous croyez que c'est ce qui vous arrange. Ça, c'est la pire des choses. Et ce n'est pas ça la solution. Et je pense que beaucoup de Maliens ne font même pas de la politique, mais peuvent avoir leur contribution. Donc, je pense qu'il faut revoir. Bon, les choses vont commencer le 17, on verra bien. Mais qu'on aille là-bas pour aller... Donc, se tirailler pour ce X ou Y, ou bien que créer des frustrations. C'est beaucoup de leaders du Nord, beaucoup de communautés du Nord aujourd'hui, frustration chez leurs représentants par rapport à une mauvaise gestion de la composition de la délégation malienne. Ça peut être aussi un facteur qui va à l'encontre de la cohésion. Si on ne discute, on ne négocie qu'avec ceux qui ont pris les armes, qui ne veulent même pas être maliens. Et de l'autre côté, les autres ignorés. Et quand j'ai vu que les groupes d'autodéfense à Alger n'ont pas été conviés autour de la table. Toute une acrobatie. Mais moi, je comprends le souci du gouvernement. Quand tout un peuple attend votre retour, il faut bien venir avec des résultats. Vous ne pouvez pas venir avec un constat d'échec. C'est dans la situation que nous vivons. Donc, c'est des problèmes difficiles à gérer. Et voilà les quelques mots que je voulais dire. La plupart des membres du gouvernement, c'est des camarades, c'est des parents, c'est des amis, d'hommes et de femmes de grande qualité. Mais s'ils sont dans un cadre qui manque de vision, qui manque de politique, la plupart d'entre eux se brûleront les ailes. Il faut le changement de politique. Et l'inspirateur doit être le premier des Maliens aujourd'hui. Ça, c'est mes convictions. Sinon, je ne vois pas pourquoi.
Sinon, si ce n'est pas par peur, ce n'est pas qu'on n'intervienne pas. On avait des combats ici, on a risqué nos vies. Ce qu'on risquait devant Aya, on ne mangeait pas le même risque aujourd'hui. Ce qu'on a risqué pour dire non au coup d'État, mais nous avons dit, le peuple malien ne comprendrait pas qu'aussitôt installé, on fasse haro sur le body, même s'il y a des fautes graves. Mais lorsqu'on voit ça s'accumuler, que les fautes s'accumulent et qu'il n'y a pas une prise de conscience réelle de la situation actuelle du pays et les risques qui sont devant nous, nous sommes obligés de sortir de notre réserve. Et croyez-moi, nous n'allons pas nous priver de cela. C'est un devoir. Ce pays appartient à tout le monde. Le consensus n'est pas si cette chasse aux sorcières, il y en a eu, chaque pouvoir qui vient avec ses hommes, mais dans l'administration, partout, j'ai jamais vu ça. Et pour des raisons politiques, faites un audit. Des personnes qui ont remplacé les anciens, il y a certainement beaucoup de choix qui sont opportuns, qui peuvent s'expliquer. Mais d'autres, c'est ce qui me paraît inacceptable. Mais comme nous l'ont enseigné nos aînés, quand vous êtes convaincus qu'une politique n'est pas bonne, qu'un homme n'est pas bon, c'est le facteur temps qui peut vous amener à sortir de votre réserve. Sinon, c'est lui-même qui va se brûler les ailes, de par sa conduite, son comportement, sa gestion. Et c'est ce qui est arrivé, malheureusement, au Mali. Critiquer, surtout faire des propositions. Je n'ai fait qu'une esquisse par rapport à tout ce que les Maliens peuvent apporter aujourd'hui. Mais si vous les insultez à longueur de journée, vous les avez traités de traîtres, de voleurs, il a tous les dossiers. Ils n'ont qu'à sortir dossier contre dossier. Il y aura plus de victimes autour de lui qu'ailleurs. À commencer par lui-même d'abord. Nous avons de l'espoir parce que certainement ce temps que nous vivons est mis à profit pour régler toutes les insuffisances, tous les risques qui ont pu être enregistrés pendant les premières rencontres. Moi, je comprends, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'opinion publique. Mais j'ai cru pouvoir lire en filigrane certaines préoccupations chez les responsables qui nous ont représentés et qui ont agi en notre nom. J'en connais parmi eux dont on ne peut pas douter donc des qualités que nous voulons avoir chez un dirigeant. Mais comme je l'ai dit, les réalités sont en dehors d'eux, sinon ils réussiront sans aucun doute. Mais ça ne dépend pas que d'eux, ça dépend aussi de ceux d'en face. Et ceux d'en face, excusez-moi du terme, ils ont roulé dans la farine tous ceux qui ont signé des accords avec eux, qui ont cru. Peut-être que ce qu'on peut reprocher à ces gens, il y a eu beaucoup de naïveté. Qu'est-ce qui nous prouve, même demain si on signe, qu'ils vont respecter leur engagement? Parce qu'on trouvera toujours des prétextes pour dire le gouvernement n'a pas fait ceci, le gouvernement n'a pas fait cela. Les prétextes, on les trouve toujours pour mettre tout sous le dos du gouvernement et des autorités actuelles. Ayons ça à l'esprit. Et nous savons que beaucoup de programmes qui ont coûté des milliards aux Maliens et à la communauté internationale, des sommes colossales, avec des projets qui ont été confiés à des ressortissants même de ces zones, parce que d'autres certainement allaient se faire tuer, on a pratiquement empêché la mise en œuvre de ces programmes-là, qui étaient destinés au Nord, ce qui a même, en tout cas, avait commencé à apporter des crainsements dedans, parce que les ressources de l'ensemble du pays étaient orientées vers là, parce qu'on a fait savoir au plan international qu'il y a injustice, et qu'il faut réparer. Et tout le monde a adhéré à cela pour dire qu'il y a injustice, il faut réparer. Et des programmes importants. Et que ce qu'on va, on veut enlever les véhicules de ces projets, des partenaires qui sont venus, qui ont mis des sous, qui ont mis des moyens, qui ont mis des hommes. Il y en a même qui ont été tués.
Mais il faut faire un bon bilan et tenir le discours qui colle et qui intègre toutes ces réalités-là pour repartir de plus belle. Sinon, j'ai quelques inquiétudes, mais j'ai foi en ceux qui conduisent cette mission et que certainement ils ont mis à profit ce temps-là pour régler suffisamment de choses. C'est ce qui me rend en tout cas optimiste. Sinon, dire que tout est rayonnant, tout est réglé, il n'y a plus de risque, le boulevard est ouvert avec la feuille de route, parce que c'est ce que son nom l'indique, je ne le crois pas beaucoup. Mais on peut redresser des négociations. Voilà.